En 10 minutes, nous établirons la nécessité, l'utilité et l'intérêt de doubler le nombre des ETI. Le tableau des données de l'INSEE 2013 met en évidence le nombre spectaculaire des micro-entreprises et des petites entreprises, estimées à plus de 4 millions d'unités, y compris les indépendants et les agriculteurs qui comptent aujourd'hui comme de véritables industriels. Ce même tableau met en évidence les 7489 entreprises de plus de 200 personnes qui entrent dans la catégorie que nous qualifierons d'ETI, c'est-à-dire d'entreprises de taille intermédiaire. Pour assurer la cohérence de notre démarche avec les données de l'INSEE 2013, nous avons modifié la définition d'une ETI en considérant le seuil de 200 salariés au lieu de 250, comme cela est généralement admis. Remarquons la différence de chiffre d'affaires par salarié entre les entreprises de petite taille et les entreprises de taille intermédiaire. Les entreprises de petite taille produisent un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 220 000 € par salarié, alors que les ETI produisent un chiffre d'affaires annuel de 348 000 € par salarié, soit un écart de productivité et de compétitivité de l'ordre de 60% entre les deux catégories d'entreprises. Pourquoi ? Analysons les causes de cet écart de productivité et de compétitivité au regard du modèle économique de référence et des 8 principes fondamentaux de la compétitivité. Principe numéro 1. Les petites entreprises ne sont pas baignées dans un écosystème leur permettant une compréhension du monde dans lequel nous vivons, notamment les lois de l'histoire de l'économie marchande et les fondamentaux de la culture du métier d'entrepreneur, les vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation, la dynamique des compétences managériales et l'aptitude à conduire le changement à la hauteur des exigences de la mondialisation, notamment l'adaptation de l'entreprise en temps réel. En somme, la compétitivité est une question d'écosystème compétitif. Principe numéro 2. Les petites entreprises ont la vision du quotidien avec le nez dans le guidon et la solitude du dirigeant pour s'adapter à ce monde de changement. Sans compter ceux qui ne comprennent rien à ce monde dans lequel nous vivons, qui pensent tout savoir, qui pensent être détenteurs d'une mission divine et qui se comportent avec un état d'esprit de maître après Dieu. En somme, la compétitivité est une question de compétences managériales. Principe numéro 3. Les petites entreprises ignorent tout du positionnement de leur offre avec une intelligence distinctive pour valoriser le client. Elles ne sont pas blâmables quand on considère la faillite de General Motors pour les mêmes raisons, dont le redressement a coûté 72 milliards de dollars aux contribuables américains. Aujourd'hui, les marchés ne sont plus tirés par la demande comme en période de pénurie, mais poussés par une prolifération d'offres intelligentes, innovantes et hyper compétitives qui émergent du bout du monde. En somme, la compétitivité est une question d'offre et d'image de marque. Principe numéro 4. Les petites entreprises sont soumises au bon vouloir des banquiers qui imposent une vision stupide de l'entreprise sur la base de business plans totalement dépassés qui ont poussé des centaines de grandes entreprises américaines à la faillite. Alors qu'il est tout à fait possible de mettre l'avenir de l'entreprise en perspective sur la base des 8 principes fondamentaux de la compétitivité et de la dynamique des compétences managériales afin d'adapter l'entreprise en temps réel. En somme, la compétitivité est une question de réflexe stratégique. Principe numéro 5. Nous citerons rapidement les difficultés organisationnelles des petites entreprises, notamment en termes de confiance et de financement par les banquiers, bien souvent parce que les dossiers ne sont pas attrayants, mais aussi en termes de confiance des salariés à intégrer des entreprises à l'avenir douteux, mais aussi en termes de choix stratégiques concernant le statut de l'entreprise et l'affiliation au système funeste du RSI. En somme, la compétitivité est une question d'organisation en meute afin de donner confiance. Principe numéro 6. Nous citerons rapidement l'incapacité méthodologique des petites entreprises à optimiser leur offre pour réduire les incertitudes de l'avenir, notamment rendre l'existant de plus de 3 ans efficace, tirer parti des opportunités de la mondialisation et des marchés liés aux évolutions, préparer l'offre de l'avenir de façon raisonnée et avec une maîtrise des risques. En somme, la compétitivité est une question de structure de l'offre. Principe numéro 7. Nous noterons l'incapacité chronique des entreprises à positionner leur offre pour aller cueillir les marchés de la mondialisation. En somme,
La compétitivité est une question d'ouverture à l'international. Principe numéro 8. Notons l'incapacité chronique des entreprises à générer des marges. En somme, la compétitivité est une question vitale pour assurer l'avenir. Des questions s'imposent. Premièrement, comment réduire l'écart de productivité et de compétitivité entre les petites entreprises et les ETI? Deuxièmement, comment doubler le nombre des ETI pour positionner la France au niveau des pays compétitifs? Troisièmement, quelles sont les références disponibles pour conduire le changement? Voici les approches japonaises qui permettent d'aborder positivement les réponses à ces questions. Le 29 août 1945, le général MacArthur reçut l'ordre d'exercer l'autorité sur le Japon par l'intermédiaire de l'administration japonaise et de l'empereur Hirohito. MacArthur abolit les ebatsus, c'est-à-dire les conglomérats financiers qui monopolisent l'industrie et qui jouent un grand rôle dans le complexe militaro-industriel japonais. Il décide de fractionner ces complexes en entités de 300 personnes au plus et en une poussière de micro-entreprises. C'est alors que le génie japonais s'organise en instaurant le maillage systématique de l'économie par des clubs de chefs à 3 niveaux afin de développer l'entraide, les synergies et le développement des compétences managériales. X clubs de premier niveau encadrent 20 clubs de deuxième niveau qui encadrent à leur tour 20 clubs de troisième niveau. Ainsi, le principe de maillagement permet de fédérer en un tout global et cohérent des entités de l'ordre de 8000 entreprises. Le premier niveau de la pyramide est constitué par des maisons du commerce, les Sogo-Shosha, conçues comme des entités stratégiques pour mondialiser les marques ombrelles, pour déployer méthodiquement l'offre des entreprises et pour conquérir les marchés à l'international. Ainsi, Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumitomo, Toyota, Fuji, etc. se sont mis à se déployer dans le monde avec des stratégies de conquête élaborées auxquelles les pays ciblés n'ont pas résisté. La percée de l'économie japonaise depuis les années 1970 n'a échappé à personne et témoigne de l'efficacité de cette approche. L'efficacité globale du système tient dans les participations croisées entre les banques, les Sogo-Shosha et les entreprises. L'efficacité globale du système est renforcée par l'implication des régions et des collectivités locales qui ont fourni les infrastructures et les moyens de formation. En somme, nous pouvons puiser dans l'expérience japonaise le chemin pour restructurer le tissu économique, réduire l'écart de productivité et de compétitivité entre les petites entreprises et les ETI et doubler le nombre des ETI. Les régions peuvent créer des marques ombrelles par domaine de besoins stratégiques et constituer ainsi des ETI conçus pour déployer méthodiquement l'offre des entreprises à l'international. Les métropoles et les mairies peuvent créer des unités légales des ETI pour fédérer les micro-entreprises et les petites entreprises en écosystèmes compétitifs. Vu l'état du tissu économique et les écarts de productivité et de compétitivité entre les petites entreprises et les ETI. Vu l'approche japonaise exemplaire pour restructurer et redéployer le tissu économique et les possibilités d'adaptation aux problématiques françaises. Vu le tableau de projection du doublement du nombre des ETI, notamment la création potentielle de 3 millions d'emplois en 5 ans, la création potentielle de 1000 milliards de PIB supplémentaires en 5 ans, alors les gouvernants et les élus responsables de l'intérêt général devraient s'engager sérieusement à contribuer au doublement du nombre des ETI. Même si l'objectif n'était réalisé qu'à 40 ou 50%, l'effet sur la croissance, sur l'équilibre des comptes publics et l'éradication du chômage serait miraculeux.